Mais où avons-nous la tête? Ce qui peut nous conduire à prendre des risques, c'est les pièges de l'esprit humain. C'est les limites aussi de l'esprit humain, mais c'est aussi la beauté de l'esprit humain. On peut prendre des risques parce qu'on ne les perçoit pas. On peut aussi prendre des risques parce qu'on les perçoit et qu'on y attache de la valeur, parce qu'on pense que prendre des risques est quelque chose qui nous fait paraître mieux aux yeux des autres, par exemple. Ce qui peut aussi nous faire prendre des risques, c'est notre difficulté à calculer des probabilités. Les risques, c'est toujours une probabilité. Donc savoir les calculer, c'est parfois un peu compliqué. On n'a pas toujours les ressources psychologiques et cognitives. On n'a parfois pas le temps. On n'a parfois pas l'énergie. Et tout ça peut nous amener à ignorer un certain nombre de risques, à ne pas bien les calculer et au final à les prendre sans l'avoir voulu. Donc entre la prise de risque intentionnelle, qui est celle du risque qu'on recherche, et on recherche tous dans certains domaines du risque, et entre la prise de risque non intentionnelle, celle du mauvais calcul ou celle de l'improvisation, on a un large spectre de possibilités de prendre des risques pour l'humain. Alors, l'esprit critique, c'est avant tout savoir prendre du recul et de la distance. En psychologie, on dirait que développer l'esprit critique, c'est la capacité à regarder les choses sous des angles différents et variés. C'est la capacité à se mettre à la place des autres, c'est-à-dire à renverser les perspectives et à regarder depuis le regard des autres. Et au final, c'est ce qu'on appelle avoir de la distance psychologique, c'est-à-dire avoir un état d'esprit où notre manière d'aborder les choses est suffisamment large et ouverte pour qu'on puisse prendre différentes positions. À un niveau psychologique, c'est être ouvert à la nouveauté, ouvert à l'altérité, ouvert à la différence. Au niveau cognitif, c'est avoir des capacités qu'on appelle métacognitives, c'est-à-dire être capable de regarder les choses sous des angles différents et de prendre un peu de recul par rapport à sa propre cognition. Et puis, je crois que c'est aussi ne pas prendre les choses pour acquises et rechercher toujours dans les savoirs, les connaissances, ou les choses qui se présentent à nous, toujours essayer d'en savoir un peu plus et surtout de cultiver le doute, poser des hypothèses et se laisser le temps de vérifier ces hypothèses. C'est un peu le savoir scientifique, la démarche scientifique qui, je crois, est une bonne démarche, est une bonne façon de développer son esprit critique. C'est une vraie question. Le nudge peut être manipulation. Il est parfois de la manipulation. Ça pose la question de la contribution des citoyens eux-mêmes à déterminer quelles sont leurs intentions, quels sont les objectifs des actions qu'on produit, par exemple dans les politiques publiques, le partage des buts qu'on poursuit, voire la co-conception des interventions, parfois avec les citoyens, les usagers, ceux qui vont être concernés. Donc le nudge en soi n'est pas une manipulation systématiquement, elle peut le devenir. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce qui n'est pas du nudge est aussi de la manipulation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contexte qui n'exerce pas une influence. Et c'est un peu, on va dire, la misère de ceux qui apprennent les sciences comportementales et la psychologie sociale, c'est qu'ils ne peuvent plus être naïfs. Et que tout élément de situation influence et que quand on le sait, la vie devient vraiment compliquée parce qu'effectivement, on se demande toujours est-ce qu'on n'est pas en train de manipuler sans le vouloir, parce qu'on n'a pas fait attention, parce qu'on s'est laissé prendre par l'habitude ou par des rapports de domination, par exemple. Donc, ça rejoint la question de l'esprit critique. Ne pas manipuler, c'est avant tout savoir prendre du recul et être critique par rapport à ses propres actions. Je crois que c'est de l'éthique. Plus que de la sémantique, c'est-à-dire que ça va au-delà des mots et du sens qu'on cherche à attribuer aux mots. Il y a des réalités fortes derrière. Il y a des démarches qui sont clairement manipulatoires et qui consistent, et c'est ce qu'on appelle en psychologie la manipulation, faire croire à un sentiment de liberté ou de choix alors que l'environnement pose des contraintes qui empêchent le choix. Cette illusion du choix, c'est un levier de manipulation et de ce qu'on appelle depuis très longtemps la soumission librement consentie. Une manipulation, c'est ce qui permet d'obtenir une soumission librement consentie, que ce soit pour des objectifs vertueux ou pas, c'est la méthode qui pose problème. Donc là encore, développer l'esprit critique, c'est savoir repérer les manipulations. Et si les sciences comportementales, la psychologie sociale peuvent contribuer à ça, elles seront allées plus loin que simplement résoudre des petits problèmes qui peuvent se poser ici ou là.
Je pense que la Fondation Maïf joue un rôle important de par son statut et la capacité qu'elle a à permettre des défrichages, c'est-à-dire d'aller défricher de nouvelles questions, de raccourcir le délai entre la production de la science et son application à des conditions et à des situations concrètes, et surtout ce dialogue entre les nécessités, les besoins sociaux réels auxquels que la Fondation connaît très très bien, et des chercheurs qui parfois vivent un peu dans leur monde, et c'est très bien pour l'autonomie de la recherche, mais la rencontre des deux se fait en partie dans les travaux qui sont proposés, les actions qui sont proposées par la Fondation Maïf, et c'est une excellente chose. Ça m'inspire qu'il faudrait qu'on garde la tête dans les étoiles et les pieds au sol, que c'est toujours difficile de garder un regard sur ses pieds et les pieds bien attachés à la tête, et qu'il n'y a pas que la tête dans l'humain, et qu'on pourrait se demander où est passé notre corps aussi, et comment on fait pour que la tête reste sur notre corps et ne soit pas trop isolée du reste. C'est la question des émotions, c'est aussi la question de la cognition incarnée. Notre corps pense, notre corps nous aide à être en contact avec la réalité, à prendre des décisions. Donc ne séparons pas trop l'esprit du corps, ne parlons pas trop de cerveau sans parler des muscles, sans parler de l'estomac, sans parler du ventre, qui nous aide aussi à penser. On est des êtres complets, et encore, là je pose les frontières du corps, mais on pourrait parler de notre intégration aussi dans la nature. On a pris l'habitude comme ça de créer des frontières entre nous et le monde, entre l'esprit et le corps, qui sont un peu regrettables et qui sont d'ailleurs contredites par les données scientifiques.